Je vais présenter, et puis on rentrera sur les questionnements de la table ronde, qui a changé de nom au gré des différentes interventions qu'on peut avoir. On se posait la question de savoir si on parlait de commerce de proximité, de petits producteurs, de small is beautiful, de circuits courts. Enfin, tout ça, ce sont des choses des idées qui vont être débattues. Je vais commencer par Yuna Chifolo, qui est ingénieure agronome et sociologue, qui est directrice de recherche à l'INRA et en sociologie au département des sciences pour l'action et le développement. Vous êtes spécialisée en sociologie économique ainsi que des réseaux. Je parle sous votre contrôle. Vous vous intéressez aux circuits courts alimentaires depuis 2005. Donc ça, pour vous, ce n'est pas une découverte en tout cas. Ça va faire 14 ans. Vous mesurez les impacts sur les producteurs et les consommateurs. Vous orientez vos recherches sur le maraîchage, un secteur qui a été marqué à la fois par des taux élevés de producteurs en difficulté et puis des projets collectifs innovants. Donc là, on a un peu un grand écart. Vous avez publié... Vous publiez régulièrement, il y a une publication sur les circuits courts alimentaires, qui est un ouvrage que vous avez là, que je montre à tout le monde d'ailleurs. Hop. Voilà, et qui vient de paraître en février dernier. Donc les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale. Je vois qu'il y a un deuxième livre qui a échappé à la vigilance, aux notes de vigilance, qui est « Et si on mangeait local ?» C'est un livre aux éditions Quay, c'est un livre de quand ? 2016. 2017. Donc voilà, vous êtes en pleine production. Donc, à votre droite, Pierre Priolet. Pierre Priolet qui a eu en fait vie multiple, mais entre autres arboriculteur entre 90 et 2010. En 2010, vous arrachez les 21 hectares de pommiers poiriers que vous aviez plantés. Pardon ? En 2010, planté en 90, arraché en 2010, donc ils n'ont pas vécu beaucoup, en tout cas pas très très longtemps. En revanche, c'était une manifestation forte, en tout cas c'était un acte fort pour montrer votre désaccord sur la façon dont la filière pouvait être traitée, en tout cas les circuits courts. Je vous laisserai en parler tout à l'heure, rapidement. Vous êtes passionné par la mise en œuvre des idées qui sont assez innovantes. Vous créez... un concept qui s'appelle C'est juste, pour redonner de la dignité à tous les acteurs de l'échange, c'est-à-dire ceux qui travaillent effectivement en circuit court, pouvoir fournir des fruits et légumes de qualité gustative importante, d'une part, et puis surtout avec cette notion de prix paysan. Vous avez été, je crois, un des premiers en tout cas à le mettre en œuvre, et qui donne un prix affiché clairement. Voilà le prix auquel j'achète les produits et voilà le prix auquel je les revends. Donc en fait, il y a externalisation de la marge qu'en tant qu'intermédiaire dans le circuit court, vous prenez. Donc c'est une chose qui était importante. Vous publiez en 2012... Si ma mémoire est bonne, en tout cas, c'est les fruits de ma colère, 2011, c'est ça. Et en 2012, il y a une marche, en fait, vous partez du sud-est, effectivement, pour monter jusqu'à Paris, qui est une marche c'est la marche un peu du désespoir. Vous nous raconterez un peu tout ça. J'insiste sur cette notion, effectivement, de la façon dont le prix est composé, puisque c'est une façon de parler de transparence. On parlait ce matin de transparence, donc il y a une autre transparence qui arrive. Enfin, Jean-Paul Mochet. Vous êtes aujourd'hui donc directeur général des magasins Franprix. Je rappelle que Franprix, mais je pense que votre gouverne, c'est 900 magasins. C'est ça, sur la région parisienne, beaucoup dans Paris. Donc vous êtes un distributeur, mais vous préférez qu'on vous appelle commerçant, d'ailleurs. Et vous avez mené depuis un certain nombre d'années à la tête de Franprix une démarche particulière qui nous amène à envisager aussi une notion de circuit court. Vous venez de publier un livre, et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pas que il y a un problème d'opposition entre les circuits courts, la grande distribution, petite distribution, peu importe. Mais ce livre qui s'appelle Affinité, qui est une autre façon peut-être d'envisager le commerce, puisque je résume, mais là encore une fois sous votre contrôle. Il y a une analyse effectivement de ce qu'était le commerce hier, en tout cas, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il devrait devenir ou qu'il doit devenir demain. C'est votre façon particulière effectivement d'analyser la situation, et j'ai bien aimé
ce regard à la fois critique et les choses qui sont dites sans tabou. En fait, la liberté que vous prenez, alors que vous êtes un des acteurs majeurs de la proximité alimentaire dans les grandes villes, pour autant vous avez un regard assez critique, que je trouve moi assez lucide, mais qui nous permettra tous effectivement de concevoir demain d'autres formes de relations. Donc c'est cette ouverture qui me semble intéressante. Donc, trois, comment dirais-je, débattons donc autour de cette table ronde, donc avec à la fois des profils totalement différents et puis des histoires différentes. Je vais donner d'abord la parole à Yuna Chifolo parce que vous êtes une observatrice en fait du sujet depuis maintenant 18 ans si je compte bien. Et je voudrais d'abord qu'on puisse définir le circuit court. C'est quoi le circuit court ? Je rappelle que vous avez participé, vous avez fait partie de la commission, hein, si c'est une commission en tout cas, qui a défini ce qu'était administrativement, légalement parlant, le circuit court. Donc vous êtes à l'origine de ce sujet-là. Donc si vous nous dites un peu comment on définit le circuit court aujourd'hui, j'aimerais bien que vous donniez votre sentiment entre le circuit court et la proximité. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que quand on parle de circuit court, est-ce qu'on parle de proximité ou pas ? Ensuite, qu'on aborde le sujet d'un mode de distribution qui intéresse, est-ce qu'il intéresse avant tout le producteur ou le consommateur, ou les deux ? Quels sont les impacts aussi du circuit court sur la filière ? Parce que c'est pas anodin, cette notion de circuit court, puis après on reprendra d'autres questions. Mais la première chose, c'est cette notion de c'est quoi un circuit court, enfin comment ça marche ? Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, un circuit court. Alors, les circuits courts en France ne sont pas nouveaux, et c'est d'ailleurs différent que dans d'autres pays. On est en train de les inventer parce qu'il n'y a pas de tradition de circuit court en France, et c'est vraiment inscrit dans l'histoire de l'agriculture et de région. Pour autant, ils sont restés peu visibles jusqu'à la crise de la vache folle. C'est là qu'effectivement, Pascal Ebel en a parlé tout à l'heure. Donc, les peurs alimentaires ont suscité un regain d'intérêt pour la vente directe, pour se rassurer, pour retrouver confiance dans l'alimentation. Donc, ce mouvement de retour vers les producteurs, il a encouragé le ministère de l'Agriculture à convoquer un groupe de travail où il y avait à peu près tous les organismes à peu près concernés qui ont été réunis en 2009 pour définir officiellement un circuit court et surtout définir ensemble un plan d'action pour soutenir leur développement. Donc, la définition, c'est un intermédiaire maximum entre producteurs et consommateurs, sachant qu'on a la notion d'intermédiaire peut être, on n'a pas forcément tranché sur c'est quoi un intermédiaire ou est-ce que s'il y a abattoir, c'est un intermédiaire ou pas. Donc il y avait plusieurs façons d'interpréter les choses. Pour autant, circuit court, un intermédiaire maximum, sachant que quand même, dans le plan d'action, ce qui est privilégié, c'est les circuits courts et de proximité. On entend par là proximité géographique. Donc effectivement, puisqu'un circuit court, il peut s'organiser à l'échelle internationale. Pour autant, dans la façon dont les choses ont été pensées après, c'était vraiment privilégier les circuits courts ancrés dans les territoires, avec en particulier dans les départements ou départements limitrophes. Alors, ça n'empêche qu'il y a quand même une tension qui demeure entre des circuits courts sur des échelles longues et puis des circuits de proximité. Alors nous, en fait, parce que j'observe, mais aussi je travaille, je co-anime le réseau national sur les circuits courts et l'alimentation locale, où il y a à peu près, tous les organismes qui accompagnent ces circuits sont mobilisés et travaillent ensemble pour produire un certain nombre de références et mesurer les impacts. On essaie justement d'aller au-delà du mythe ou des idées reçues ou des clichés. Donc les circuits courts seraient trop chers pour les bobos. On essaie justement d'aller un peu plus loin. Et donc les impacts, ils nous intéressent dans les trois dimensions de la durabilité. Donc évidemment économique. Moi, je suis rentrée dans les circuits courts par cette question-là. Pas tant par des circuits courts urbains, militants, mais plutôt je suis rentrée par les circuits courts parce que c'était la seule façon de survivre pour des agriculteurs dans le sud de la France en particulier, des agriculteurs en grande situation de précarité. Et donc l'idée, c'était pas de montrer que c'était la solution, mais que c'était la seule solution pour eux, pour survivre et avoir un peu de trésorerie. Donc ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est est-ce que ça permet ou non à des agriculteurs de capter la valeur ajoutée et d'avoir du revenu. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que
À la fois oui, mais pas à n'importe quelles conditions. Il faut savoir bien s'organiser. Il y a de gros écarts de revenus, c'est-à-dire que effectivement, les producteurs qui sont pas toujours très bien formés pour ça d'ailleurs, parce que les formations agricoles les préparent pas à ça, donc il y a des gros écarts de revenus, mais pourtant à certaines conditions, on peut mieux gagner sa vie qu'en circuit long, surtout quand on est dans des formules collectives. Donc on voit il y a une corrélation nette entre l'implication dans un collectif, qu'il soit à la production, à la vente ou à la transformation, et puis le revenu qu'on y gagne. Donc du point de vue des producteurs, c'est important, pour autant pas à n'importe quelle condition. Et puis on voit aussi beaucoup de situations d'usure, de stress, de désillusion, parce que c'est plusieurs métiers à la fois. D'où l'intérêt à nouveau de ces formules collectives où on partage à la fois les tâches et les risques associés à ces activités. Après, les impacts qui nous intéressent aussi, et c'est beaucoup là-dessus qu'on a travaillé, sur le changement des pratiques. C'est-à-dire que les circuits courts, il ne s'agit pas de penser qu'ils vont remplacer les circuits longs, mais qu'est-ce qu'ils enclenchent en termes de mécanismes, des processus économiques, mais des processus sociaux aussi, de valorisation de soi, d'apprentissage, de contrôle social, de discussion, d'échange, qui font que les pratiques évoluent, les pratiques agricoles évoluent. Et donc là, on suit des agriculteurs dans la durée depuis longtemps dans différentes régions, en particulier des régions très productives, comme le Languedoc-Roussillon, l'ex-Languedoc-Roussillon ou la Bretagne, où donc on voit des agriculteurs plutôt conventionnels au départ qui en fait écologisent leurs pratiques, font plus attention aux pratiques de production avec un engagement plus fort vis-à-vis du respect de l'environnement. Pour plusieurs raisons, on pourra y revenir dans le débat, mais donc on voit ça de façon assez nette. Ce qui nous intéresse aussi, donc, c'est le changement des pratiques alimentaires. Est-ce que consommer en circuit court, ça amène à modifier ce qu'on mange ? Là aussi, oui, mais pas non plus dans tous les circuits. Ce serait trop simple d'avoir des réponses binaires. Ça dépend beaucoup des circuits et de ce qu'ils communiquent. C'est-à-dire, ça dépend beaucoup de la pédagogie associée à ça. Et on regrette le développement de circuits courts qui ne sont que des opportunités économiques et qui font que les choses ne changent pas. Donc, où il n'y a pas justement aussi un accompagnement, une pédagogie, des histoires, de la transparence. On est beaucoup aussi, on expérimente des choses aussi pour plus de transparence, y compris dans ces circuits, pour faire changer un certain nombre de pratiques. Je m'arrête ici, on reviendra tout à l'heure. Je m'adresse maintenant à Pierre. Je n'avais pas montré effectivement son livre, donc il y a le même. Bon, c'est pas grave, si, c'est grave. Non, le livre. Voilà. Et donc ça, c'est dans la collection J'ai lu. Et donc, elle n'a pas vu, pardon. Alors ça, c'est pas dans la collection J'ai lu, voilà. Donc ce qu'on a dit, ce sont les fruits de ma colère. Donc ça, c'était à un moment donné où tu as, à la suite d'avoir arraché effectivement l'ensemble de tes, de tes vergers. Moi, tu es, un champ du circuit court. C'est ce pourquoi tu avais monté, au début, en tout cas, le système, c'est la production. Tu vas nous dire pourquoi, en fait, quelle était ta démarche, dans un premier temps, et ensuite, quelles leçons tu as tirées de cette expérience, hein ? Tout d'abord, ma démarche, elle est née du fait que j'ai visité, d'abord, je suis du sud de la France, donc j'ai eu une chance extraordinaire. J'habite à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Bon, c'est un lieu magique, c'est un endroit magique. Et je produisais donc, entre autres, des fruits, notamment pommes, poires, etc. Et je perdais en produisant chaque année sur 21 hectares de vergers, je perdais entre 100 et 120 000 euros par an, n'étant pas suffisamment fortuné pour me permettre ça longtemps. J'avais dit chez Ardisson, si l'année prochaine je vends moins cher que l'année d'avant, j'arrache tout. Et bon, ça veut dire que les Français n'ont pas envie de manger et on est incapable de valoriser nos produits. Là-dessus, j'ai écrit ce livre et j'ai été pris un peu dans une tourmente médiatique où en fait le seul jeu des médias c'était de dire vous êtes exploité par la grande distribution, c'est des voleurs, c'est des truands, etc. Et je me suis dit, c'est gentil de dire ça. Bon, quand tu as dit ça 2 fois, quand tu as pleuré 5 fois, bon, tu ne peux pas être une pleureuse professionnelle. Soit tu as quelque chose à proposer, soit tu fermes ta gueule. Et comme j'ai du mal à fermer ma gueule, donc effectivement, je me suis dit, quel est le sujet ? Le sujet, c'est ma visite au musée de la Marseillaise à Marseille. Et quand je rentre dans la 2e salle de la Marseillaise, je vois une figurine qui dit « Est-il normal qu'on meure de faim en nourrissant les autres ?» Là, j'appelle ma femme et je lui dis « Claire, je monte à Paris. » Elle me dit « Comment tu montes à Paris ?» Bien sûr, tu montes souvent. Non, mais je monte à Paris à pied.
Parce que ces gens-là, en 1789, ont été capables de monter à Paris à pied pour dire à ceux qui gouvernent, on crève de faim en nourrissant les autres. Et donc j'ai fait une marche de 24 jours sur le thème de l'alimentation, santé publique. Parce qu'en fait, c'est notre rôle, on n'est que des nourriciers. En fait, on ne travaille que parce qu'il y a une raison. C'est notre raison première, c'est nourrir les autres. Et deuxièmement, quand on est bien rémunéré, on peut effectivement développer l'espace rural. Et donc, j'ai fait cette marche. Et je me suis trouvé face à l'obligation de dire, pour être crédible, il faut déjà créer un modèle économique fiable, viable, sans aide, sans subvention. Parce qu'on n'est pas cul-de-jatte, on n'est pas manchot. Et si on veut critiquer le système, il faut déjà ne pas bénéficier de subventions de l'État, ne pas bénéficier de la charité publique. C'est créer un système qui vit par lui-même et qui est capable d'afficher qu'effectivement, pour nourrir les autres, eh ben, il y a de la logistique, il y a du travail, et on n'est pas paysan et commerçant. Ça existe. Il y a quelques paysans commerçants, mais très vite, on devient plus facilement commerçant que paysan parce qu'on s'aperçoit qu'on gagne plus d'argent en commerçant le travail des autres qu'en bossant soi-même. Et donc, il a fallu créer une filière que j'avais appelée à l'époque consommer juste, c'est-à-dire consommer en se disant, quand je me nourris, est-ce que celui qui me nourrit vit dignement de son métier? Et toute la philosophie de C'est Juste, c'est tous nos magasins, toute notre distribution, c'est de dire, voilà, cette tomate, elle est cultivée par Eric Bress, qui cultive à Saint-Rémy. Il est payé 2,50 € et vous, consommateurs, vous allez la payer 5 €, parce que globalement, qu'on le veuille ou non, même en doublant les prix, on ne gagne pas d'argent. Alors donc on a créé cette filière il y a 6 ans, sans aucune subvention, sans aucune aide, on est toujours vivant, contrairement à beaucoup de choses qui se font maintenant parce que c'est à la mode, etc. Et le seul problème, c'est qu'on est tous vachement gentils, on a tous envie d'aider les paysans. Et là, vous voyez, il va y avoir les vacances de Pâques. Donc toute la chaîne de circuits courts mise sur Paris va tourner à 20% de sa capacité, c'est-à-dire que les loyers, les salaires et tout, ben, tu dois les assurer. Donc non seulement tu as le prix des marchandises, mais en plus tu dois subir quand même à Paris, globalement, un circuit court, ça vit entre 8 et 9 mois par an. Par contre, les charges, elles font 12 mois et c'est excessivement difficile d'arriver à penser des circuits courts viables uniquement sur soit fruits et légumes, soit sur du lait comme Fabrice le fait. Donc, il va falloir trouver une formule qui nous permette d'allier toutes les productions agricoles et de les proposer pour au moins avoir un équilibre économique qui soit indépendant. Et le vrai but de C'est Juste, c'est pas de réussir à faire 600 magasins. J'ai pas l'ambition de Muliez ou de gens comme ça qui ont vraiment développé des systèmes. Mon ambition, c'est d'être copié par la grande distribution qui a tous les outils, qui a tout le savoir-faire, et qu'elle retrouve, elle aussi, les clients qu'elle a perdus, en ne pensant qu'au prix, en ne pensant qu'aux marges, et en disant, mais derrière la nourriture, il y a autre chose que de la nourriture, il y a aussi une demande des consommateurs aujourd'hui, qui est sur une exigence de qualité. Et pour moi, le circuit court, par rapport à tout ce qui a été dit, n'a pas les vertus qu'on a dit tout à l'heure, parce que bon, ils vivent plus facilement dans nos régions que sur Paris, par exemple. C'est simplement de dire, à partir du moment où on rentre en circuit court, tous les consommateurs ont le sentiment que c'est au prix qu'on s'attaque. On parle d'intermédiaires. Non, moi je suis pas d'accord. On a des partenaires, les paysans. On a des partenaires. C'est pas les gens qui vendent nos produits, qui valorisent nos produits. C'est pas des intermédiaires. C'est des partenaires. Parce que sans eux, on est incapable d'amener aux consommateurs la qualité qu'ils souhaitent. Donc, juste le terme déjà place le débat à un niveau qui est totalement différent. C'est-à-dire que si on n'a pas une humanité qui est capable de partager, si on n'a pas une humanité qui est capable de comprendre que chacun est indispensable dans son rôle. Moi, je suis paysan, mais si je produis comme un gros con, je ne mérite pas de vivre. Donc, ce n'est pas parce que je suis paysan que j'ai une vertu supérieure aux consommateurs. Non. Moi, paysan, je dois entendre les demandes des consommateurs. La grande chance que j'ai depuis 6 ans, entendre des Parisiens me parler effectivement de cette notion de goût, de cette notion de plaisir de manger, de cette notion de valorisation de mon propre travail. Quand je rentre en Provence et que je dis à mon copain Eric, tes fraises, les mecs sont super heureux, il me fait un sourire, mais comme ça. Mais je dis, pourquoi tu souris? Tu es le seul qui ne me parle pas de prix, qui me parle du goût, de ce que je fais. Et donc, nous, notre rôle à nous, en tant que circuit court, c'est de renvoyer à l'agriculteur
le plaisir qu'il peut avoir de faire un bon produit parce qu'il est valorisé, parce qu'il est reconnu. Jusqu'à présent, la seule chose qu'on nous reconnaît, c'est le prix. Quoi qu'on dise, c'est 20 centimes, t'es trop cher, c'est 15 centimes, t'es trop cher, c'est 3 euros, t'es trop cher. Alors que là, quand les consommateurs goûtent les produits et qu'ils vous disent « Putain, je me suis régalé » et qu'ils vous en rachètent, pour vous donner une idée, sur Pantin, sur un marché de samedi, les gens font la queue demi-heure, 3/4 d'heure, alors que le marché est plein de fruits et légumes. Et ça fait 3 ans que ça dure. Ils attendent 3/4 d'heure parce qu'on ne peut pas aller plus vite. Et les gens, ils reviennent, ils attendent. Donc, je veux dire par là que moi, ça m'a donné conscience d'une chose. Un, mon rôle de nourricier, je l'avais abandonné. Je l'avais perdu. J'étais devenu producteur. Et j'avais écouté le gouvernement qui te disait les gens crèvent de faim, il faut les nourrir. N'importe quoi, c'est bon. D'ailleurs, c'est ce qu'ils achètent ailleurs, entre parenthèses. Mais bon, au moins, je suis redevenu producteur. Je suis devenu aussi fabricant de goût et de plaisir. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de dire quand on vient manger nos produits, on ne bouffe pas, on mange. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, dernier point, et j'arrête là parce que je suis très bavard, il est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une vraie attente du consommateur. Et le consommateur nous a fait énormément de bien en remettant en question l'alimentation qu'il mangeait. Les pratiques sont différentes. Je pense que le circuit court ne peut être basé que sur des petits paysans, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en dise. Quand on fait 1000 tonnes de marchandises, le circuit court, c'est un leurre, parce qu'on ne peut pas écouler en circuit court 1000 tonnes de marchandises. Par contre, l'avantage, en encourageant cette petite agriculture, c'est qu'on encourage la biodiversité, on encourage le changement un peu des pratiques agricoles. Et c'est le seul message que je reconnais positif sur l'apparition de ces sujets. Donc on reviendra effectivement sur les... Donc voilà, on applaudit le combat de Pierre. Jean-Paul, une réaction sur cette notion de circuit court, parce qu'il y a une expression, comment dirais-je, un peu objective, en tout cas d'une analyse objective de ce qu'est le circuit court. Donc c'est une observation, qui est une observation scientifique qui a été faite. Il y a ton vécu, le fait de dire, voilà ce que j'ai vu, ce que je vis moi, avec toute cette difficulté, une émotion forte quand on parle de ce circuit court, c'est une chose importante. Et quel est le regard en fait du commerçant, pour pas dire du distributeur, sur le sujet? À la fois dans le paradigme, le changement de paradigme lourd qu'on est en train de vivre dans la distribution, si je lis bien votre livre, d'une part, et d'autre part sur cette notion de circuit court que vous pratiquez peut-être, mais sur des montants qui sont peut-être un peu différents de ceux que Pierre. Bon, moi je suis le grand méchant loup ici. Je suis désolé, je suis le distributeur qui se veut devenir commerçant, mais on ne peut pas nier que je fais aujourd'hui du gros volume. Et que je suis le représentant d'un intermédiaire qui ne s'est pas assumé jusqu'à présent. Parce que la distribution est un intermédiaire. Devrait être le seul intermédiaire, partenaire intermédiaire. Mais c'est un intermédiaire, et c'est un intermédiaire d'utilité publique. Je pense qu'il faut le rappeler. Sans magasin dans la ville, on ne se nourrit pas. On peut raconter toutes les histoires du monde. On peut imaginer tous les schémas industriels, de production, de circuits courts ou quoi que ce soit. On ne nourrit pas, par exemple, à Paris intramuros, 2,2 millions d'habitants, en faisant venir des petits camions de toute la France sur des petits points relais. Ça ne marche pas. Deuxième point, je pense qu'il est temps de casser, et la distribution en est fortement responsable, de casser des mythes. La distribution n'est pas une grosse industrie qui s'enrichit sur le dos des producteurs ou sur le dos des clients. Je rappellerai, et c'est une source vérifiable, que la distribution en France, jusqu'à présent, mais on parle des années 2000 jusqu'à 2017, c'était 3,5% de rentabilité moyenne. Et tu me disais, Pierre, tout à l'heure, le groupe Muliez a perdu 1 milliard d'euros l'année dernière. Donc on voit bien qu'on est loin des systèmes capitalistiques où il y a beaucoup d'argent qui se brasse à la fois d'un bout à l'autre de la chaîne. Maintenant, il y a aussi le côté magie noire de la distribution, son manque de transparence, son industrialisation à outrance, qui n'est que la conséquence en fait d'une demande du consommateur qui veut
des mêmes produits au prix le plus bas. Et je crois que le vrai sujet est là, en vérité. C'est qu'aujourd'hui, en France, mais dans tous les pays occidentaux, industrialisés, comme vous voulez, on ne paye pas le bon prix. Quand je vois chez un concurrent que je ne nommerai pas une brique de lait à 60 centimes d'euros, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'à 60 centimes d'euros, on paye un vrai litre de lait qui paye celui qui va faire le lait, celui qui va l'acheminer et celui qui va le vendre. Ça n'existe pas. Donc effectivement, entre-temps, il y a la PAC, il y a une industrialisation à outrance, on retire tout ce qu'il y a de bon dans le lait, et on finit par vendre de la flotte. Et les marges sont pincées, et on paye pas les intermédiaires, et on paye pas les employés dans la distribution, etc. Mais on est content d'avoir sa brique de lait à côté de sa clope qui vaudra bientôt, au mois de janvier 2020, aussi cher qu'une brique de lait. Une cigarette. Une cigarette, voilà. Donc, pour moi, le changement, il va passer par là. C'est qu'il va falloir qu'à un moment ou à un autre, nous tous, consommateurs, on paye le prix, le juste prix d'une bonne alimentation. C'est un long chemin. Entre-temps, il y a des étapes. Je pense que pour en revenir à notre sujet, les circuits courts, parce que je ne pense pas qu'il n'y a qu'un seul circuit court, il y a des circuits courts. Dans le circuit court, il y a le sujet de la géographie. Produire proche du lieu de consommation est gage d'économie, est gage de goût, parce qu'on ne fait pas mûrir les fruits et légumes dans des camions, mais ils mûrissent en champ. Mais ça a ses limites. Tu le disais hier, on ne mangera pas de bananes produites en Île-de-France. Ça n'existe pas. Donc, on aura quelques salades, quelques herbes aromatiques, etc. Mais en ce qui nous concerne, des choux, en ce qui nous concerne, c'est assez limité. Donc le système géographique est court. Le système, en revanche, qui vient briser la chaîne d'intermédiaires, qui viennent prendre au fur et à mesure chacun leur part du gâteau, est un système qui fonctionne. On l'a éprouvé avec des producteurs de lait, avec des producteurs de farine. Et on arrive aujourd'hui à faire sur Paris une baguette bio à 1 euro avec un producteur, un transformateur et un distributeur. Donc on voit bien que quand on limite le sujet, on arrive à faire quelque chose d'assez correct. Voilà, je pense que le circuit court ne s'adresse qu'à des produits non transformés. Donc c'est vraiment le produit brut. Donc c'est essentiellement des fruits et légumes, de la viande ou tous les produits issus de la farine. Mais n'imaginons pas qu'on va avoir un cassoulet en circuit court, ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut remettre, et je te rejoins Pierre, le goût au centre de tout, parce qu'au final, la seule chose qui a un vrai prix, à la fois pour le producteur, à la fois pour le distributeur et à la fois pour le consommateur, c'est le bon goût des choses. Il y en a des réactions, donc, parce que il y a des choses qui ont été dites qui sont à la fois soit complémentaires, soit contradictoires, ou en tout cas pas forcément en ligne avec ce que votre lecture objective ou scientifique. Petit bout de bouton. Non. Excusez-moi. Donc, bon, à la fois, c'est le témoignage poignant de Monsieur Briolet. Enfin, de toute façon, enfin, c'est aussi pour ça. Et les circuits courts, ils viennent révéler tout ça, je pense. Enfin, tout un ensemble. On tire les fils et on voit un certain nombre. Enfin, on comprend mieux le fonctionnement des systèmes alimentaires, des politiques agricoles, des politiques alimentaires, de tout ce qui se joue derrière, le blocage du foncier, la réglementation qui n'est pas favorable à des petites structures, la PAC qui sert plutôt aux grandes exploitations qu'aux petites, enfin tout ça. Le circuit court, il nous permet de révéler tout ça. Après, par contre, attention quand même, les circuits courts, c'est plein de modèles différents. Donc déjà, enfin, il y a plein de façons de distribuer en circuit court. La vente directe, mais pas que. Et l'idée, c'est pas non plus de supprimer les intermédiaires. Dans le plan d'action, c'était plutôt revaloriser les intermédiaires, faire en sorte qu'ils deviennent partenaires. Ça, je vous suis complètement. Je suis pas sûre que la grande distribution soit les partenaires les plus engagés. Et nous, on travaille beaucoup aussi à retisser le lien avec les artisans
avec les restaurateurs, puisqu'on parle beaucoup de la distance entre producteurs et consommateurs, mais là aussi, quand on voit des restaurants qui s'approvisionnent à 90% chez Métro, et donc qui cuisinent plus, enfin il y a tout ce lien à reconstruire. Pareil pour les épiciers, les épiceries de village, donc il y a tout ça, ou de ville. Avant les Carrefour City, on travaille aussi avec par exemple la CGAD, avec les artisans, les commerçants de détail, donc il y a tous ces liens à reconstruire. Donc il y a différents modèles de développement derrière ça. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a une version très militante, très contestataire du modèle agro-industriel. Il y a des versions plus entrepreneuriales, plus opportunistes, avec des startups, avec du numérique, avec tout ça. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous ces modèles visent aussi des consommateurs différents en termes d'âge, de revenus, d'éducation, des consommateurs avec lesquels nous, on est aussi très sensibles justement à ce que ces circuits soient accessibles à tous. Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'introduction des produits locaux dans l'aide alimentaire. Donc notamment, les Restos du Cœur de Montpellier s'approvisionnent à 85% en fruits et légumes frais et locaux. Ça veut dire changer l'alimentation aussi pour cela. Et donc on travaille beaucoup à ces niveaux-là pour que ce soit accessible à tous. Les circuits courts, c'est pas que des produits bruts, hein, c'est aussi de plus en plus des produits transformés, puisqu'on accompagne dans toutes les filières justement la recréation de filières locales ou régionales, autour des légumineuses, autour des céréales, de la viande, du lait. Donc il y a un certain nombre, ça bouge beaucoup, même si justement on a manqué de recherche derrière. Mais par exemple, l'INRA est en train de ressortir toutes les variétés locales, anciennes, puisque en fait on a conservé tout ça. En sélection participative aussi, en associant les paysans. C'est les paysans eux-mêmes qui retrouvent les variétés utiles pour des circuits différents. On retravaille beaucoup sur de la transformation à petite échelle, puisque finalement on savait faire des grandes usines, mais on retravaille pour justement travailler les céréales ou travailler la viande ou le lait dans des plus petites unités. Donc c'est un peu tout ça est en train de bouger. C'est sûr que c'est foisonnant, qu'il n'y a pas qu'on n'est pas encore au changement d'échelle. Mais le changement d'échelle, de toute façon, se fait principalement dans les l'essaimage. Vous l'avez dit, vous voulez être copié, mais copié par la grande distribution peut-être, copié par d'autres aussi. Il y a de l'essaimage, il y a de la multiplication de petites initiatives, à l'image de, par exemple, plus de 150 projets portés par des consommateurs eux-mêmes, avec, par exemple, vous êtes à Paris, ou pas loin, où vous connaissez la Louve, le système de supermarché coopératif, alors on dira ce qu'on en voudra, mais 7000 consommateurs associés qui tiennent un magasin ensemble. Je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas l'idée, c'est juste pour montrer qu'on n'en est qu'au début, à mon avis, du changement de modèle. Tu veux intervenir, Pierre ? Oui. Ah, c'est bon, non ? C'est bon. C'est bon. Oui, moi j'aimerais intervenir pour deux choses. La première, dès qu'on crée des modèles qui n'ont économiquement aucun fondement, c'est-à-dire que faire travailler les consommateurs gratos pour tenir un magasin, quand déjà en circuit court on a du mal à trouver un gars pour venir tenir un magasin, parce que le problème c'est pas d'avoir de la marchandise à Paris, c'est d'avoir des gens qui veulent travailler dans le magasin et qui veulent servir les gens. Déjà, un énorme problème. Si vous connaissez du monde, je suis preneur, il y a au moins 10 personnes qui peuvent avoir du boulot, mais qui veulent bosser, je ne connais pas. Comme disait Coluche, l'argent leur suffit, ils n'ont pas besoin de travail. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on en arrive à avoir des modèles où on supprime le travail normal des travailleurs et qu'on substitue à un travail gratuit, déjà on n'est pas sur la bonne route. Parce que ça peut se faire que dans des endroits hyper peuplés, où finalement le travail des gens n'a pas de prix, puisqu'ils ne payent pas. C'est comme le paysan qui, en plus de son boulot, va vendre gratuitement sur le bord de la route. Effectivement, il coûte moins cher que s'il met un gars payé, même au SMIG, les heures supplémentaires, le machin et truc. C'est vrai que ça coûte rien, soi-disant, mais son travail est quand même là, il n'est pas rémunéré. Donc il y a un moment où je pense que dans tous ces modèles qui existent, il faut qu'on arrive à trouver un modèle qui soit viable économiquement. On ne peut pas critiquer un modèle de distribution si nous-mêmes on ne se place pas dans des conditions économiques imposées par l'État. Enfin, c'est mon analyse, peut-être que je me trompe. La seule vertu pour moi du circuit court, pour faire court, le local, bon, c'est gentil, ça fait plaisir aux gens. Quand je vois mon pote qui va chercher 10 colis de salade à 40 km de Paris, il fait 80 bornes en bagnole pour amener 10 colis de salade, je ne suis pas sûr que le coût de transport
soit moins cher que moi qui viens de Châteaurenard. Bon, c'était un point de vue. Et il y passe la demi-journée pour 10 colis de salade. Ramener à la salade, ça fait excessivement cher la salade. Donc, moi, c'est pas le local qui m'intéresse. Le circuit court a une vertu. Cueilli la veille, manger le lendemain. Ça a du goût, ça a des vitamines. Et ça, si ça doit être payé, ça doit être payé. Je crois que, sur tous les discours qu'on entend sur le circuit court, une salade en circuit court qui a 4 jours, elle n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vous mangez du papier, vous nettoyez l'estomac, c'est pareil. Par contre, une salade qui est cueillie la veille, il y a de la vitamine, il y a les éléments organoleptiques, il y a tout. Donc, circuit court, ça veut dire, proche de la cueillette. Donc, je peux travailler sur la maturité. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir sur l'université du goût. Parce que notre boulot de paysan, il est là. Il n'est pas de faire une pêche que vous allez conserver 15 jours dans le frigo. Ça, les autres savent le faire. Et beaucoup moins cher que moi. Par contre, une pêche que quand vous la mangez, vous avez le sucre et que vous avez le plaisir. Moi, on vend des abricots, les gens vous disent « Putain, enfin des abricots !» Attends, l'abricot, quand il est mûr, il est bon. Mais c'est sûr que si tu achètes un abricot qui a 3 semaines avant la cueillette, il ne peut pas être bon. Quoi que vous en fassiez. Donc, le circuit court, à mon sens, c'est aussi une vertu éducative de dire, moi, je suis producteur, je suis nourricier, et j'ai le plaisir à vous nourrir. C'est ça, le circuit court. Pour moi, la philosophie du circuit court, c'est pas un baratin, c'est ça. Nourrir les gens avec bonheur, qui se souviennent du fruit qu'ils ont mangé ou du légume qu'ils ont mangé. Pierre? Ok. Après ça, il y en a qui pourraient intervenir sur les vertus du circuit court. Tu as cité Coluche, je veux citer Pierre Dac. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Et en l'occurrence, pour moi, penser le changement, c'est certainement réconcilier le meilleur des deux mondes, utiliser les capacités logistiques, industrielles de la grande distribution pour faire venir dans les grandes villes de petits producteurs. Et ça, pour moi, c'est le monde de demain. Parce que le monde de demain, c'est un monde où on a une offre personnalisée de plus en plus, où on va vouloir choisir ses produits en fonction d'une chaîne de valeur qui nous est propre, qu'on va partager avec le distributeur et avec le producteur. On va choisir sa région de production, on va choisir les qualités de production, etc. Et on va la retrouver dans 1, 2 ou 3 magasins d'une grande enseigne de distribution. Mais pour qu'ils soient présents dans 1, 2 ou 3 magasins d'une grande chaîne de distribution, ces marchandises vont devoir passer par des entrepôts, par des systèmes logistiques qui sont vertueux économiquement, mais on ne l'a pas assez précisé, qui sont vertueux aussi en impact carbone. Non, ça veut dire que la seule solution à terme pour nourrir la ville, j'entends, la ville, en tout cas celle qui nous intéresse, Paris et la conurbation parisienne, c'est de dire que seul le système pensé par la distribution depuis maintenant une trentaine d'années, c'est la révolution logistique il y a plus de 30 ans, c'est le seul système qui soit capable de garantir en fait un coût d'approvisionnement supportable, indépendamment de la qualité du produit, j'entends. Ça veut dire que seule la distribution organisée aujourd'hui et la distribution organisée de masse aura la possibilité de pouvoir fournir un circuit court quasiment ce qu'on appelle le A pour B. C'est-à-dire, je cueille un jour et je livre le lendemain. Parce qu'autrement, c'est pas rentable. Moi, je le vois, ça fait 6 ans qu'on est sur Paris. J'ai voulu d'abord commencer dans la région parisienne, donc c'est Pantin, Romainville, Montreuil, enfin les cités est de Paris, en me disant si ça marche là, ça devrait marcher dans Paris. C'est pas vrai, dans Paris c'est totalement différent. Les gens dans les quartiers où nous sommes sont jeunes, 1 enfant, 2 enfants, hyper stressés, du métro, ils arrivent en catastrophe, ils se nourrissent quand? Samedi, dimanche. Comment on peut apporter un circuit court samedi, dimanche en étant paysan, en payant un loyer 3 000 €, en payant un employé 2 500 €, 5 500 €, en vendant des produits, ils arrivent en catastrophe. Moi, j'y suis dans les magasins de demain, j'y suis, on passe 3 jours par semaine sur Paris à tour de rôle en tant qu'agriculteur. Bon, le gars, il arrive, il a payé un poireau 43 centimes et il repart. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse estimer, penser un circuit court dans Paris avec des gens qui n'ont pas de frigo, qui vivent dans 15 mètres carrés, 17 mètres carrés, qui ne peuvent pas acheter 3 kilos parce que leur truc est plein. Donc, je veux dire, c'est un rêve. Le circuit court dans Paris, intramuros, c'est quasiment un rêve. Par contre, sur les marchés, oui, on peut être présent, ou alors, on peut effectivement repenser notre système en disant
peut-être qu'on peut aussi tomber sur des gens honnêtes. Et moi, j'y crois. Je crois qu'on a un changement aujourd'hui de mentalité. On a une prise de conscience, même de la grande distribution, parce que leur ancien modèle, il se casse la gueule. Vous pouvez regarder qu'ils abandonnent de plus en plus l'extérieur des villes. Ils reviennent à l'intérieur parce qu'il n'y a plus rien à gratter à l'extérieur des villes. Donc, je pense qu'on est à un moment où si les consommateurs sont au rendez-vous, on peut se retrouver dans les villes, mais pas seul. C'est ingérable. On ne peut pas vivre 9 mois par an en payant 12 mois de charge et on ne peut pas vivre 6 jours par semaine en travaillant 2 jours. Ok. Juste je rebondis là, parce que c'est des notes qui étaient, en tout cas, de ce que j'ai pris de votre livre Affinité, c'est cette notion de dire que le frigidaire, parce que tu parlais du frigidaire tout à l'heure, il n'y a plus de frigidaire, il n'y a plus de place, il n'y a plus de quoi, il n'y a plus de garde-manger, hein, comme on avait effectivement. Et donc c'est le magasin, hein, donc peut-être Franprix, qui sert de garde-manger, c'est ça ? Je pense que l'évolution du mode de consommation est à intégrer d'ailleurs dans ce sujet de circuit court. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui jauger, juger de tel ou tel circuit sans comprendre en fait ce qu'attendent les consommateurs d'aujourd'hui. Ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est effectivement plus de produits frais, plus de naturalité, plus de transparence, etc. C'est plus de proximité. Et cette proximité que je défends dans le livre, c'est une proximité affinitaire, c'est-à-dire qu'une vraie relation humaine entre le commerçant que nous sommes et les producteurs qui font le produit. Une proximité aussi avec le produit. Or, quand on dit ça, on a tout dit, mais en même temps, ce sont des statistiques de l'INSEE, les cuisines en France ne cessent que de se réduire au profit de la taille des salles de bain. Donc on cuisine de moins en moins. Aujourd'hui, le temps moyen, c'est un indicateur assez important, c'est 12 minutes qu'on passe à la cuisine pour manger. Donc petit à petit, je pense que nos magasins se transformeront en centres culinaires. Voilà. Et ces centres culinaires, ils n'auront de vocation, ils n'auront de succès que si ils transforment des produits naturels de qualité en plats de qualité. Pour moi, c'est l'avenir de la distribution en France. On pourrait faire un petit jeu que j'aime bien faire ici. Il y a le patron du marketing du Franprix qui est pas loin là. Il le sait, je le fais à chaque fois. Je vais vous donner 4 plats cuisinés en conserve et vous me dites si vous en avez acheté un au cours des 6 derniers mois. Du cassoulet en conserve, de la paella en conserve, des saucisses lentilles en conserve, ou aller un taboulé. Bon, j'en ai un ici. Il y a une main timide. Voilà. Bon, écoutez, on aurait posé cette question il y a 20 ans, la moitié de la salle aurait levé la main. Donc on voit bien que le mode de consommation, et nous on le voit au quotidien, est en train de fondamentalement changer, et c'est au profit de vrais passionnés comme vous, Pierre, que cela fonctionne. Donc ça va changer. Je parlais tout à l'heure de personnalisation, ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Après quasiment 50 ans, 60 ans de distribution où on a fait du tout de la même chose pour du tout de tout le monde, on va finir par avoir un système qui va être là aussi affinitaire parce que personnalisé. Et ça complique les choses parce que ça veut dire qu'au lieu d'avoir de très très grandes usines en Europe qui vont produire pour tout un pays et pour tout un peuple, on va avoir de micro-producteurs qui vont venir approvisionner, je pense que c'est important de le rappeler, des grands centres de logistique qui vont avoir la capacité à moindre impact carbone et à moindre coût à amener la marchandise en bas des immeubles, des urbains. Les réactions, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Votre regard, donc... Il faut taper dessus. Il marche pas. Donc, l'histoire qu'on nous raconte est intéressante. Après, nous, on a fait quand même une grande enquête au niveau national sur la reterritorialisation de l'alimentation. On a enquêté toutes les chaînes de grande surface, de la grande distribution. Cette initiative c'est très marginal, c'est-à-dire que à tel point que de toute façon, quand même, il y a beaucoup d'opacité. On nous dit pas grand-chose, donc on enquête beaucoup, on croise, on triangule, on essaie justement de savoir un peu
On voit quand même pas mal de mise en scène de la production locale, des producteurs locaux, des circuits courts, et puis derrière, des marges arrière quand même, des obligations d'animation en magasin, des renvois de palettes quand les produits sont frais mais qu'il y a un défaut. Donc en fait, on garde les mêmes règles que de la grande distribution classique, y compris pour la production locale et pour les petits producteurs. Petits producteurs d'ailleurs qui sont en général pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on a regardé aussi quels sont les producteurs qui livrent directement à la grande distribution en circuit court. C'est plutôt des moyennes à grandes exploitations, avec des exploitations assez spécialisées. On est loin de ce que se représente le consommateur qui va penser qu'on est dans du soutien à des petites fermes. En général, non. Même une marque qui s'appelle Le Petit Producteur, par exemple, ce ne sont pas des petits producteurs. Donc, mais pareil, mais les grandes surfaces c'est pareil. Donc voilà. Donc du coup, à tel point même qu'on fait. Alors par contre, on a et donc, parce il s'agit pas de diaboliser la grande distribution non plus. C'est pas notre rôle. On essaie justement et tout ce qui est vertueux, on le montre. Par contre, on a vu des chefs de rayon ou des enseignes au niveau local très engagés, qui même des chefs de rayon qui se disent sur leur temps personnel vont essayer de démarcher auprès de petits producteurs et d'essayer d'organiser des relations. L'enseigne au-dessus est pas toujours d'accord. Les sourceurs, donc ceux qui organisent les appros sont pas toujours d'accord, et donc il peut y avoir même des débats en interne. On voit quand même qu'il y a des gens qui ont envie de changer les choses, y compris à l'intérieur de la grande distribution. Mais en tout cas, au niveau des directions nationales, et on voit quand même un certain nombre de pratiques, et surtout sur certaines enseignes en particulier, où de toute façon on n'est pas encore on rendra les choses un peu publiques et transparentes. À la fin de l'année, on fait un colloque où on restitue un peu tous nos résultats. On est loin quand même des promesses. Donc j'entends que sur Paris, les choses prennent un petit peu d'avance. Puisque Jean-Paul nous dit que sa démarche, en tout cas personnelle pour son groupe. Juste, je voudrais que Fabrice puisse intervenir. Lui est en circuit court aussi, donc il va peut-être alimenter les éléments sur ce débat-là. Puis après ça, on reviendra. Je sais pas si je suis en circuit court, hein, parce que en fait moi. Toi, tu fais tout. Ouais, mais la chose aujourd'hui, c'est qu'on oppose, et on oppose tous les systèmes, tous les circuits en fait traditionnels, courts. Parce qu'on on essaye de mettre une norme, alors que le but final, c'est bien que le producteur et le consommateur puissent se connaître, quel que soit le circuit qu'on fait. Aujourd'hui, moi, je travaille avec la GMS, j'ai aucun souci. Je peux être très transparent, je vais vous dire le prix qu'on le vend, le prix qu'on l'achète. Aujourd'hui, j'ai des partenaires qui me prennent 2 camions jour. Ils ont le même prix que la crêperie qui vient chercher, tout simplement, le même prix d'achat. Donc il n'y a pas de souci, je travaille avec des gens, ça fait 35 ans qu'ils sont avec de la grande surface. Ils préfèrent travailler avec la grande surface qu'avec le restaurateur local, ou pire, la collectivité. Parce qu'on n'en parle pas ici, on ne parle pas de la collectivité. Moi, sur Nantes, le lait, il arrive d'Espagne, il arrive d'Allemagne, il n'arrive pas d'ici, parce qu'il paraît qu'en Loire-Atlantique, on n'a pas de lait. On a 5-6 laiteries, mais on peut pas tracer le lait. Donc on est toujours, et en France c'est un vrai problème, en train d'opposer les gens, d'opposer les systèmes. Moi je pense, et j'espère, je suis peut-être utopiste, mais on me le dit depuis des dizaines d'années, qu'on peut changer et que les gens peuvent changer. C'est la responsabilité de chacun, producteur, consommateur, distributeur, de changer. On n'a pas le choix aujourd'hui. Le changement, tout le monde dit oui, on est pour le changement, mais personne ne veut changer. La première des choses, c'est personnel. Si chacun change, je vous promets, moi j'ai des gens qui m'appellent en disant je ne suis pas dans ce magasin-là, comment je fais? Vous allez voir le chef de rayon, vous demandez le directeur, ils sont tous abordables, vous allez discuter avec eux, nos produits arrivent. Aujourd'hui, il faut arrêter d'opposer les gens. Alors, même si le thème, c'est la ville et le goût, si on fait quelque chose à pareil et qu'on ne peut pas le faire dans mon petit village, moi je vais avoir un souci. C'est-à-dire que dans une commune de 5000 habitants, si on ne va pas à la grande surface, on ne fera pas le petit magasin de proximité. Mes collègues qui sont dans les AMAP maraîchères gagnent 600 € par mois. Circuit court, hein. 600 € par mois pour aller acheter les légumes dans les AMAP. Meilleurs. Pour les meilleurs, mais ça, personne ne le sait, le consommateur ne sait pas. Mais dans les AMAP, dans ma région, j'en ai 2 qui viennent de fermer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait concurrence et qu'ils ont baissé depuis 3 ans de 50 centimes le panier, et qu'à un moment, les gens sont partis parce qu'ils avaient 2-3 légumes, parce qu'ils n'avaient plus la pertinence du panier et du circuit court. Moi, j'espère, et peut-être que je me trompe, mais que les gens peuvent changer, mais c'est individuellement pour commencer. Et si individuellement, on devient responsable, collectivement, on y arrivera. Attends, juste
Une remarque de votre part sur les chiffres qui sont donnés? Allez-y, c'est bon, mettez plus près, non, c'est bon, mettez-le plus près. Si, plus près du menton, ça va aider. Oui. Voilà. Sur les AMAP, enfin, en tout cas, nous, on a fait justement des enquêtes sur les AMAP de Nantes. On n'est pas sur 600 €, enfin, en tout cas, aux 600 € liés à l'AMAP, sachant qu'ils ne vendent pas qu'en AMAP. Donc, on est sur des revenus quand même. Alors, il y a des gros écarts de revenus, mais c'est pas l'AMAP, c'est pas au niveau de l'AMAP et ceux qui sont en AMAP qui sont. On est en 1200 €. C'est combien de paniers? 1200 € après de revenus. Moi, je vais parler des 3-4 AMAP qui sont autour de chez moi et j'en ai, c'est des amis. Donc, ils ont même pas 700 €, 600 €. Il y en a 2 qui viennent de fermer, mais même à 1200 €. Imaginez quelqu'un qui a investi. Non, mais quelqu'un qui a investi. Et je vous dis, je suis agriculteur, j'y vais. On a fait une table ronde à Nantes ensemble. 1200 €, c'est pas normal que quelqu'un qui investisse pour faire un produit de qualité, qui travaille 70 heures dans la semaine, 10 heures par jour, il n'est même pas le SMIC. Mais quand vous parlez de ça, est-ce que vous savez combien il va gagner à la retraite, combien il cotise et tout ça? C'est rien. Donc même à 1200 €, je suis désolé, c'est pas économiquement et humainement viable et durable. Non, mais n'empêche que quand on compare, parce qu'on travaille quand même sur le revenu par horaire par actif, en AMAP, on est quand même à un niveau supérieur aux gars qui sont en circulant en maraîchage pas loin. Donc, tout est. Est-ce que les gens connaissent le niveau du revenu? Non, je dis pas que c'est une bonne raison, mais regardez. Sauf que ces revenus, en plus, ils sont non subventionnés. Parce qu'il faut aussi comparer ce qui est comparable. Vous avez des revenus qui sont subventionnés. On est d'accord, mais si la PAC change, on verra qui restera. Voilà, ce qui est important, c'est de noter, c'est qu'on est en train de se battre sur des chiffres qui sont au-dessous d'une rémunération minimum. Ça, c'est un vrai sujet, puisque ça veut dire que ceux qui nourrissent, c'est ce que tu disais, les nourrisseurs, sont des gens qui ne gagnent pas leur vie. Donc là, on a un autre sujet qui est un peu plus grand. J'aimerais juste aussi dire une chose. C'était pas pour toi la parole. Juste 2 mots. Bon, alors 2 mots. C'est pas parce qu'on est circuit court qu'on est vertueux. Il faut arrêter de déconner. Des truands, il y en a autant dans les circuits courts que dans les autres. Et qu'en étant circuit court, il faut quand même dire que quand on est paysan, on ne peut pas faire 60 produits pour offrir aux clients. Donc on en fait peut-être 30. On en achète 70. Et c'est pas forcé que le mec qui fait un circuit court, il achète au juste prix à ses copains paysans et qui revend normalement. Donc, il faut arrêter de dire il y a des vertueux, il y a des pas vertueux. Le circuit court aujourd'hui, ça a été simplement un système qui a permis de faire prendre conscience aux consommateurs. Et je crois que le consommateur aujourd'hui a une empathie pour le monde agricole. Il a compris que vraiment on était unis, on n'est pas opposés. Il a compris qu'on crevait de notre métier et qu'il faut changer les pratiques. Pierre, on t'a compris et l'émotion décuple effectivement ta position et ton mot. C'est une chose qui est importante. Jean-Paul, près du menton. Celui-là dit pas de conneries. Merci Pierre. Non mais on a parlé beaucoup de moyenne, etc. Moi, je vais vous donner un cas concret qui a donc été fait dans l'enseigne que je représente, qui date de 2012. 2012, je suis contacté par des producteurs de lait du Cantal, du Lot et de l'Aveyron que tu connais, Pierre, et qui viennent me voir en me disant on va mourir. On va mourir parce qu'on est en pleine crise de lait. On vendait notre lait à Ferrero en Italie, mais ils veulent plus nous l'acheter. Donc voilà, on va le foutre à la benne. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et j'ai dit écoute, moi je peux le vendre, mais il faut qu'on raconte une histoire, et puis il faut que l'histoire soit vraie. Et puis qu'elle soit corroborée par du goût. Et donc ces gens-là, que tu connais bien, me disent, tu viens nous voir dans nos exploitations, on va te montrer comment on fait le lait. Donc on s'est déplacé avec le comité de direction Franprix, on est allé dans les exploitations, 26 à l'époque, et on a vu des vaches qui bouffaient des vrais, qui mangeaient du lin, donc un lait riche en oméga 3, qui était toute la journée dehors, etc. etc. J'ai dit banco, on y va. Mais on va pas y aller n'importe comment parce que sinon c'est un truc qui va foirer dans le temps, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un contrat, et on va faire un contrat pluriannuel.
j'étais allé dans les étables traire le lait et j'avais compris qu'il n'y avait pas de bouton on-off sur le pied de la vache. Excusez, pour un Parisien, je savais pas trop. Je me suis dit, mais il va falloir tout de suite qu'on garantisse les volumes parce que si je te prends 10 et que tu produis 20, les 10 de trop vont passer à la poubelle. Donc on a première clause du contrat, c'est qu'on a dit, mais on va faire des volumes constants. Comme ça, au moins, tu sais comment tu dois produire ton lait. Deuxième chose, on s'est dit, mais moi, j'ai envie de te payer le bon prix, et puis surtout, j'ai envie que tu puisses, grâce à la trésorerie reconstituée, trouver d'autres exploitants, faire d'autres produits, etc. Donc, on s'est dit, écoute, on va s'enlever du cours du lait, on va s'enlever des tables de négo de la distribution, et tu vas me dire c'est quoi le bon prix pour toi, et c'est quoi le bon prix pour le consommateur. Donc, bien en amont de c'est qui le patron, etc. On se retrouve aujourd'hui à un prix de la tonne de lait qui est payé 15% plus cher de celui qui se dit être le meilleur en la matière, c'est-à-dire c'est qui le patron, donc on paye 15% plus cher. Et entre-temps, ces laiteries sont passées de 26 à 43. Nous avons fait un aligot que je vous invite à aller chercher, bien sûr, dans les magasins Franprix, mais ailleurs aussi parce qu'on ne négocie pas d'exclusivité. L'intérêt, c'est qu'il puisse se développer. Et dernièrement, un yaourt à la vanille, évidemment à l'arôme naturel, qui est un excellent yaourt sans conservateur et qui fait évidemment la joie des consommateurs, mais aussi de ceux qui le produisent. C'est un exemple, madame, qui dit que c'est pas simplement aujourd'hui quelques initiatives. Le lait que je vends aujourd'hui dans mes magasins est le premier lait vendu en volume, loin devant les Candia, etc. etc. Et c'est une histoire que vous pouvez aller vérifier scientifiquement dans les laiteries du Cantal, du Lot et de l'Aveyron. Je connais Cantavélote parce que je travaille aussi au Pays de Figeac. L'idée, c'est aussi de voir ce qui se passe sur les 99% autres, donc sur les autres produits. Donc je pense qu'effectivement, sur quelques produits d'appel en particulier, il y a des démarches vertueuses qui, aussi pour une question d'image, mais que nous, on regarde l'ensemble. On regarde l'ensemble de la gamme et on regarde l'ensemble de vos pratiques. Alors, vous ne m'avez pas entendu. Où est l'image ? Avez-vous vu une seule affiche dans les magasins vantant cette belle collaboration ? Non, c'est pas vrai. Et vous êtes en train justement de faire, selon moi, et je vous invite à lire le livre Affinité, mais selon moi, surtout ce qu'il ne faut pas faire, ce qui a été dit tout à l'heure dans la salle, opposer. Vous ne ferez pas aujourd'hui une alimentation saine pour en Île-de-France plus de 12 millions d'habitants, en passant par des petites boutiques de 25 mètres carrés, comme ça a été dit, à 3 000 € du loyer. Moi, je vais vous donner quelques chiffres pour que tout le monde soit... Je vous ai dit, c'est 3,5 de résultats nets après marge arrière, parce que vous avez rajouté les marges arrière, mais elles sont incluses dans ces 3,5. Un magasin alimentaire de proximité aujourd'hui à Paris, c'est 7% de taux d'effort de loyer, c'est 12% de masse salariale et c'est 8% minimum de frais d'exploitation. Donc vous pouvez tourner les choses dans tous les sens, il ne reste pas grand-chose après. Aujourd'hui, la distribution est un des plus grands employeurs en France. La mettre au pilori en disant qu'on est des grands voleurs, que pour 99%, comme vous venez de le dire, on fait mal les choses, c'est pour moi une catastrophe sociale et sociétale qui n'a pas de sens aujourd'hui dans ce débat. Bon. Alors, une dernière chose. Parce que... dire une chose. Moi, ce qui est difficile pour nous, pardon, excusez-moi, oui. Ce qui est difficile pour nous, c'est que il y a beaucoup d'études, beaucoup de gens font des études. Moi, j'aimerais que tous ces gens qui fassent des études, puisqu'ils ont le savoir-faire, fassent des magasins et nous expliquent comment ça marche. Moi, je lis les études partout, mais putain, je suis derrière la caisse. Quand je vois un mec qui achète un poireau à 43 centimes, je me dis, putain, ils veulent du poireau super bon, mais putain, combien je dois en vendre pour arriver à payer mon mec, quoi. Alors, je veux dire, moi, j'aimerais que l'INRA investisse dans des magasins à Paris et nous montre comment il faut faire, parce que je suis trop con. Je bosse que 20 heures par jour. Ce matin, j'étais à 4 heures du matin à réceptionner les marchandises, à chalander à 4 heures du matin, et ce soir à minuit, j'y suis. Donc, pour vous dire que, bon, là, je suis pas payé, donc je peux le faire. Mais si je payais un mec pour le faire, je me bouffe ce que je veux. Donc, si vous voulez, moi, j'aimerais qu'on arrête, si vous voulez, les études théoriques et qu'on vous finance pour que vous nous expliquiez comment il faut faire.
Parce que chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais t'es vraiment trop con. C'est tellement évident que pourquoi tu n'y arrives pas? Et je vous jure que ce jour-là, on rendra un service mais à tous les paysans, à tous les distributeurs, parce que là, on n'est plus que sur du théorique, on est sur du concret. Là, il y a la PAC qui arrive, je sais que le chiffre d'affaires va tomber à 20%, avec le même personnel, le même loyer, parce que tous les Parisiens sont barrés. C'est vrai en août, c'est vrai aux vacances de Pâques, c'est vrai aux vacances de Noël, c'est vrai aux vacances de novembre. Et ça, c'est vachement important. Bon, alors juste une dernière, voilà, un retour, et puis après ça, une question, parce qu'on est déjà... Non. Une toute petite précision. Enfin, toutes les données que je vous dis, elles sont produites par des paysans eux-mêmes, puisque dans le réseau que j'anime, au niveau national, donc où il y a tout, il y a les chambres d'agriculture, il y a les réseaux CIVAM, il y a des citoyens, il y a... Non, il n'y a pas la FNSE. Non, il y a... Bon, bref, donc en tout cas, ces références, elles sont produites par les gens eux-mêmes qui vivent les situations et qui feront monter un certain nombre de données. C'est pas l'INRA. Enfin, l'INRA, on agrège, on capitalise, on rend les choses, on vérifie justement, mais il n'y a pas de, voilà, c'est quand même une coproduction de données avec des gens qui font les circuits courts. Donc en fait, on s'aperçoit simplement que les choses ne sont pas forcément simples, qu'on est dans un moment de changement de paradigme important de toutes les façons, très fort, où les choses ne sont pas forcément évidentes et partagées dans l'ensemble des régions, que peut-être grâce à la volonté de certains, il y a une prise en main, ou en tout cas il y a un effet d'éclaireur, hein, et en allant devant, et cet effet d'éclaireur, il peut effectivement après ça servir de miroir aux autres. L'heure tourne, on est déjà très en retard. Il y a deux questions. Attendez, micro, parce que sinon... on ne va pas y arriver. Hop là. Non, soyez bon. Alors, vous constatez un état de délabrement de votre activité. Je ne suis pas loin de rejoindre votre point de vue. Ma question, à cause de la fiscalité finalement, ça relève de la fiscalité du travail, la fiscalité du capital, et on s'en sortira jamais tant que ça ne changera pas de manière radicale. Ma question s'adresse à vous. Avez-vous un regard, alors en France on a compris que ça va pas bien du tout, avez-vous un regard des chiffres de nos partenaires européens, en Belgique, en Allemagne, en Italie, comment ça se passe ? J'ai participé, et je participe toujours au groupe européen justement de développement des circuits courts, parce que la Commission européenne s'est quand même pas mal intéressée, notamment avec, il y avait même le projet d'un label pour la vente directe, qui est pas tout à fait dans les tiroirs, c'est-à-dire qu'on en discute encore. En fait, il y a vraiment trois grands groupes, c'est-à-dire l'Europe du Nord est beaucoup, où on a beaucoup de ce type de circuits courts avec la grande distribution. Avec des alliances sur des gros volumes et des exploitations très spécialisées, c'est-à-dire elles ont une ou deux cultures très spécialisées avec des alliances, des contrats directement avec la grande distribution. On a des pays de l'Est où on est en situation, les circuits courts, c'est plutôt vraiment encore lié à la survie et donc avec vraiment des formes très petites. Avec là pas mal de problèmes aussi d'organisation du travail et tout ça. Et puis on a l'Europe du Sud où on a et ça c'est ça qui est quand même intéressant. C'est pour ça que on n'est pas du tout sur l'opposition des modèles et l'idée c'est au contraire de mettre toujours en avant les bonnes pratiques, y compris dans la grande distribution, mais aussi quand il y en a des mauvaises, on les montre. C'est notre rôle, on est payé pour ça, on est payé par vos impôts, on est payé pour ça. L'idée c'est aussi de montrer qu'en Europe du Sud il y a vraiment une grande diversité de modèles et c'est ça qui est intéressant, cette coexistence, cette complémentarité, elle fait la force aussi et la résilience du pays de la France et surtout dans des régions où justement cette coexistence de modèles est vraiment intéressante et il faut la préserver. Donc attendez, la fiscalité est un vrai sujet, ça et les charges et le coût du travail évidemment. Oui. Évidemment. On en a parlé, malheureusement on va parler de temps. Une dernière question très courte, avec une réponse très courte, à moins que ce soit un commentaire. Très courte, c'est d'ailleurs plus un point de vue qu'une question. Je trouve qu'elle s'adresse à vous trois. Je trouve que l'on confond profondément, pour le consommateur que je suis, hein, je parle en tant que mangeur parisien, on confond la notion de prix et la notion de valeur. Or, tout ce qui fait la valeur d'une chose n'est pas contenu dans son prix. Quand vous allez me parler d'un prix
je juge une façade. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière le prix, c'est ce qui risque de faire la valeur. Et là, je suis prêt à comprendre. Mais je ne comprends rien. Et aucun de vous trois m'a vraiment fait comprendre quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut vous dire déjà que la valeur d'un fruit ou d'un légume, déjà, 85% c'est de la main-d'œuvre. 85% c'est de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que quand vous achetez 1 euro, c'est 85% d'un salarié qui travaille pour avoir votre produit. Déjà, ça c'est clair. Ensuite, on parle beaucoup des circuits courts. Pourquoi beaucoup de circuits courts résistent aujourd'hui? Il faut quand même dire la vérité. Sur 75% à 80%, c'est du black. C'est du black. Ce qui permet quand même à beaucoup de gens de vivre avec des systèmes bancals, mais de vivre quand même parce que... Excusez-moi, je préférais la réponse que vous avez faite tout à l'heure, qui était de dire la valeur de mes abricots, c'est le sucre qui coule comme ça. Pour moi, c'est ça la valeur de l'abricot. Oui, sauf que personne ne veut la payer. Mais c'est une réalité. Je sais, mais ce goût de l'abricot, pour avoir ce goût de l'abricot, il y a des conséquences. Ces conséquences, c'est la façon dont vous travaillez. Et en tant que consommateur, j'ai besoin, avant toute chose, tout votre discours, je le ressens profondément et avec l'esprit et avec le cœur. Mais j'ai besoin que cette valeur du goût du produit me soit lisible et que je paye cette valeur-là. C'est pour ça que les gens qui viennent chez nous, ils goûtent. Les gens qui viennent chez nous, ils goûtent. Alors, et eux, ils l'apprécient. Bon, je vais être obligé de mettre, parce qu'on a carrément débordé. Tout le monde est bien frustré, effectivement, à la salle. Moi, le premier, j'avais encore tout ça de questions. Ouais, donc oui, que ça de questions. Donc ça va le faire. On a mal jaugé ou calibré effectivement cette table ronde. Ça veut dire que c'est un sujet qu'on va réaborder assez vite. Malheureusement de l'arrêter aujourd'hui, maintenant, et de le réaborder, j'espère, heureusement plus tard. Voilà, merci à vous tous.